Comme directrice exécutive de WiLabs, Dr. Hope appuie les équipes multidisciplinaires dans 15 pays qui développent les solutions mondiales pour rendre l'amélioration mesurable des vies des jeunes. Elle a reçu les diplômes en médecine, santé mondiale, pédiatrie et santé publique de l'Université de Harvard, l'Université Collège de Londres et l'Université de Leeds. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas de les poser dans la boîte chat, dans les boîtes des questions-réponses et on répondra à la fin du webinaire. Dr. Hope, je vous laisse la parole. Merci et bonjour à tous. Et tout d'abord, je veux vous remercier d'avoir pris le temps de joindre ce webinaire aujourd'hui. Nous vivons une époque extraordinaire qui présente des défis uniques pour notre travail, pour la santé et les droits reproductifs. Et je remercie FP2020 de ne pas avoir annulé le webinaire. Pourquoi? Aujourd'hui, plus que jamais, et dans les mois à venir, nous devrons apprendre les uns des autres en communauté, être innovants et nous inspirer mutuellement pour relever ces défis. Et j'espère que vous et toutes vos communautés, vos familles allez bien en ce moment. Et je vous remercie encore pour votre participation et pour le travail extrêmement important que vous faites tous. On a aussi nos collègues de Pathfinder avec nous aujourd'hui, y compris la directrice du projet, Dr. Lydia Moretti. Aujourd'hui, nous allons faire trois choses. Donner un aperçu de l'approche du projet Beyond Bias, décrire la conception de la solution qui en résulte et partager quelques réflexions sur les approches promoteuses pour la modification du comportement des prestataires. La présentation durera 50 minutes, puis nous aurons environ 20 minutes pour la discussion et les questions. En plus, le projet Beyond Bias a permis de faire plein d'autres découvertes importantes que nous n'aurons pas le temps de partager aujourd'hui. Et vous trouverez une documentation plus détaillée sur le site web de Pathfinder. Les préjugés de prestataires envers les jeunes clients qui souhaitent une méthode de contraception est un problème bien ancré qui dure depuis des décennies. Des préjugés sont un facteur de jugement et de mauvaise qualité des soins de santé sexuelle et reproductive. Il y en a déjà beaucoup des obstacles qui empêchent les jeunes d'atteindre la clinique, mais une fois à la clinique, les 5 minutes passées avec les prestataires peuvent avoir des conséquences à vie sur la santé, l'éducation et les possibilités financières d'une femme. Le fait que les prestataires ne sont pas nécessairement conscients de leurs propres préjugés rend ce défi particulièrement compliqué. Ou s'ils le sont, ils peuvent ne pas le voir, ces préjugés, comme un problème à résoudre, parce qu'il s'agit des préjugés conformés aux normes sociales. Vous avez entendu parler des défis de dernier kilomètre. Nous pensons que les préjugés des prestataires sont les défis de dernier mètre pour un jeune. Au début de ce projet, nous avons procédé à une analyse documentaire complète sur les préjugés des prestataires et les approches de solutions à ces problèmes. Et il existe très peu de publications à ce sujet. Les approches du statu quo, comme par exemple des formations de prestataires, ont eu un succès limité. Nous savions donc qu'il nous faudrait explorer un large éventail d'approches. Pour relever un défi aussi complexe, nous avions besoin d'une approche innovante pour explorer d'abord les facteurs de préjugés, comprendre l'hétérogénéité de différentes zones géographiques, puis concevoir et tester de manière robuste les solutions potentielles. Notre approche combine une expertise traditionnelle en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes, design centré sur l'humain, l'économie comportementale, la communication pour le changement de comportement et l'analyse par segmentation. Nous tenons également à souligner la valeur considérable du partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates. Notre processus était fondé sur la base de données probantes, itératives et collaboratives au niveau des partenaires multidisciplinaires. Il s'agit du premier projet de ce type à définir rigoureusement les préjugés dans plusieurs pays et à tester systématiquement les approches de solutions. Pour comprendre les préjugés et concevoir des solutions pour y répondre, nous avons fait une analyse documentaire
des entretiens avec des experts, une analyse par segmentation et un processus de design centré sur l'humain qui a impliqué une recherche qualitative approfondie et de multiples séries de prototypage avec plus que 300 prestataires. L'intégration de plusieurs méthodes nous a permis d'apporter un nouvel éclairage sur les préjugés et une approche conceptuelle rigoureusement fondée sur des données actuelles. Grâce au processus de design centré sur l'humain, nous avons énormément impliqué les prestataires, les jeunes, les experts et les principales parties prenantes dans la conception des solutions que nous allons partager aujourd'hui. Notre objectif final est de produire un modèle testé qui pourra ensuite être étendu dans ces 3 pays et au-delà. Nous sommes actuellement dans la phase pilote du processus maintenant. Cette phase qui devait durer jusqu'à la fin d'année est en ce moment malheureusement interrompue par COVID-19 dans les 3 pays. Cette diapositive résume la manière dont nous avons intégré l'analyse par segmentation et le design centré sur l'humain dans le processus pour arriver à la solution finale. Par exemple, au départ, nous avons généré des idées de solutions en nous basant sur les facteurs de préjugés identifiés par l'enquête de segmentation réalisée auprès de plus de 800 prestataires. Nous avons ensuite sélectionné 7 concepts pour en faire un prototype en adaptant la conception de segments de chaque pays. La solution finale, dont nous vous donnons un aperçu aujourd'hui, est adaptée à la combinaison de segments de chacun des 3 pays, afin d'augmenter la probabilité d'un impact sur le changement de comportement. Un comité consultatif technique composé d'experts en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents de Pathfinder a été engagé à 3 moments clés du processus afin de s'assurer que les concepts et la conception de la solution étaient fondés sur les données probantes et les meilleures pratiques. Afin de concevoir une intervention qui ait une chance de réussir, nous avons dû comprendre en profondeur à quoi ressemble un préjugé, ce qu'il alimente et aussi quelles sont les contraintes quotidiennes des prestataires lorsqu'il s'agit de changer les comportements. Dans la section suivante, je vous donnerai un aperçu de certaines des conclusions que le projet a permis d'atteindre au cours de la phase de recherche. Nous avons mené une enquête quantitative auprès de plus de 800 prestataires sous les directions de Canva Collectif et des entretiens qualitatifs approfondis avec près de 400 prestataires et jeunes dans les 3 pays sous la direction de YLabs. Grâce à cette approche combinée, nous avons pu identifier 11 facteurs clés des préjugés des prestataires à l'égard des jeunes. Il s'agit du premier projet à identifier et à classer rigoureusement les facteurs de préjugés des prestataires dans des contextes nationaux différents et ajoutant ainsi à la maigre documentation existante. Cette diapositive montre les 3 catégories des facteurs: biographiques, situationnels et sociétels. Par exemple, les attitudes négatives, je vais donner quelques exemples. Les attitudes négatives qu'un prestataire considère ou non le sexe comme un élément simple de la vie des jeunes. Les attributs du prestataire, par exemple, si une prestataire a elle-même une expérience personnelle de l'utilisation d'une méthode particulière de PF. Ça peut changer ses attitudes. Situationnel, on a ici, par exemple, la charge de travail et aussi la réputation de la clinique. Les prestataires avaient souvent les peurs de réaction de la communauté. Sociétal était une catégorie très importante. Par exemple, les tabous contre les relations sexuelles avant le mariage ou l'attente d'une preuve de fertilité peu après le mariage. Et la plupart des facteurs identifiés ne sont pas dus à des caractéristiques inhérentes aux prestataires en tant que personnes individuelles. Ils sont plutôt basés sur des contraintes contextuelles et sociétales. Si on examine l'ensemble des facteurs, les plus importants sont les normes sociales. Par exemple, les craintes des risques liés à la santé sexuelle et reproductive, comme la crainte de la transmission de VIH en cas d'utilisation de méthodes sans barrière. Et les préoccupations relatives à la réputation des cliniques, qui est montrée en gras et italique à l'écran. L'analyse par segmentation est un processus d'analyse quantitative. Il nous permet d'identifier certains groupes associés dans un ensemble de données d'enquête
et donc d'identifier différents segments de répondants, ici les prestataires. Chaque segment de répondants est défini par un ensemble de tendances et d'attributs spécifiques. Ici, Combo Collective a utilisé les données dans l'enquête pour identifier les 11 facteurs de préjugés et aussi 6 segments de prestataires qui ressortent dans les 3 pays. Chaque segment a une façon spécifique dont les préjugés apparaissent dans les interactions avec les clients et un mélange particulier de facteurs à l'origine de leur comportement et attitudes partiaux. La raison pour laquelle la segmentation est précieuse dans un projet comme celui-ci est que les prestataires ont des raisons diverses de refuser le service. La segmentation nous permet de tenir compte de cette diversité et d'adapter les interventions de manière plus précise, ce qui augmente la probabilité qu'une intervention comportementale persiste. Dans cette présentation, je vais juste donner un bref exemple de 3 des segments et comment les préjugés ressortent différemment pour chacun. Je vous invite à télécharger le rapport de segmentation complet sur le site web de Pathfinder pour en savoir plus sur les 6 segments. Chaque pays a un segment prédominant. Cela signifie que la manière dont les préjugés se manifestent est légèrement différente dans chaque pays. En Tanzanie, le segment dominant est le segment passif moyen. Les segments passifs moyens sont modérément formés, mais méfiants à l'égard des traitements à longue durée et des méthodes hormonales et inquiets des risques de VIH, MST, et peut donc exiger des clients qu'ils passent un test de dépistage de VIH avant de donner l'APF. La citation de bas est d'illustrer les conflits, les préoccupations et les valeurs humaines qui déterminent la façon dont les prestataires peuvent se comporter avec un jeune client. Au Burkina Faso, on a trouvé le segment prédominant était le professionnel détaché. Ils sont bien formés, mais confrontés à une charge de travail et à un stress important. Ils ne donnent pas souvent des consignes complètes parce qu'à cause de cette charge de travail, ils donnent la priorité aux clients plus âgés et sont également susceptibles de promouvoir l'abstinence auprès des jeunes clients non mariés. Au Pakistan, on a appelé ce segment le conservateur satisfait. Ce segment est très peu formé sur la SSRJA et très réticent à offrir un quelconque service de PF aux clients non mariés en raison de normes sociales. Ce segment a un taux élevé de dissuasion d'utiliser des solutions à long terme pour les clients nullipares, en raison de la désinformation et des craintes de l'impact sur la stérilité. La segmentation nous a permis d'identifier des différences importantes dans le comportement et la motivation des prestataires dans les 3 pays. Nous donnerons quelques exemples plus loin dans la présentation de la manière dont nous avons utilisé la segmentation pour adapter l'intervention dans chaque pays. Nous avons également réalisé des entretiens et des groupes de discussion avec plus de 150 prestataires. En plus de la segmentation, ce travail qualitatif nous a permis de mieux comprendre le pourquoi et d'identifier certains thèmes importants qui sous-tendent le comportement et les convictions des prestataires dans les 3 pays. Et je vais maintenant vous en présenter 3. De nombreux prestataires se considèrent comme des protecteurs des jeunes. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'ils refusent des jeunes clients en recommandant l'abstinence ou refusent de donner des méthodes de contraception, c'est souvent parce qu'ils sont inquiets et non pas par un détachement émotionnel. Alors, quelles sont les implications pour un modèle de changement de comportement? 1, nous devons mettre les prestataires en face des conséquences de leurs bonnes intentions. 2, nous devons corriger la désinformation à propos des méthodes et nous assurer que toute information provient de sources auxquelles ils font confiance. De nombreux prestataires craignent les réactions de la communauté pour avoir fourni des services, en particulier aux jeunes célibataires. Les prestataires ont souvent du mal à concilier les normes professionnelles avec les normes sociales, qui interdisent les rapports sexuels avant le mariage ou qui attendent que les jeunes femmes prouvent leur fécondité peu après le mariage. Quelles sont les implications pour le modèle de changement de comportement? 1, il nous fallait un soutien institutionnel fort et de l'autorisation de figures d'autorité et des pairs professionnels
afin de modifier les normes professionnelles concernant les services aux jeunes. 2. Les prestataires ont besoin d'encouragement répété pour modifier des préjugés bien ancrés, influencés par les normes sociales. Un atelier ponctuel n'a aucune chance de réussir. Il faut donc penser au-delà. Lorsque nous avons demandé aux prestataires de décrire le meilleur jour et le pire jour, c'était clair qu'ils obtiennent satisfaction lorsque le patient accepte la méthode qu'ils ont recommandée sans le remettre en question ni la refuser, comme vous voyez ici avec ces citations. Pour les prestataires, être l'expert signifie décider de la méthode. Ils se sentent ainsi compétents, respectés, ce qui est important dans un environnement où ils se sentent autrement surchargés, sous-payés et dévalorisés. Ce sont les implications pour le design de l'intervention. Il nous faut veiller à ce que les prestataires se sont reconnus et célébrés au niveau institutionnel en tant que guide expert qui offre un choix informé aux jeunes plutôt que l'expert décideur. Alors, j'avais fait un résumé rapide des principales conclusions de la phase de recherche. Vous pouvez télécharger le rapport de recherche complète sur le site web de Pathfinder. Et je vais donc maintenant vous donner un aperçu de la manière dont nous avons utilisé cette recherche dans le processus de design centré sur l'humain pour le développement d'intervention. Nous avons commencé par la génération d'idées. En tant que consortium de projets et avec les principales parties prenantes, nous avons généré plus de 100 idées et vous pouvez voir une petite partie de la mosaïque colorée ici. Nous avons ensuite sélectionné 7 de ces idées pour passer au prototypage rapide. Les concepts sélectionnés allaient de générer l'empathie à la formation technique en passant par des récompenses basées sur la performance adaptées au segment. Le prototypage rapide est un moyen de tester et de faire évoluer rapidement des idées directement avec les prestataires et les jeunes en utilisant des matériaux peu coûteux. On les fait dans les environnements simulés, donc pas dans les véritables environnements cliniques. Alors, vous pouvez voir un exemple au Pakistan sur les diapositives de quelques prototypes très simples en papier. Nous avons donc testé ces 7 concepts sur une période de 3 semaines dans chaque pays. Sur la base de données de cette phase de prototypage, nous avons sélectionné les 3 concepts les plus promoteurs pour les combiner dans un modèle d'intervention et passer à une période de 3 mois de prototypage live. Le prototypage live est une sorte de mini-pilote. Il ressemble à un vrai programme pour les utilisateurs. Il est réalisé dans les environnements réels de clinique, mais on continue d'itérer ou raffiner la solution tout au long de la période de test en fonction des commentaires et des données des utilisateurs. Nous avons fait cette phase de prototypage dans chaque pays pendant 3 mois avec 29 cliniques publiques et privées. Cela nous a permis d'identifier comment nous pourrions renforcer davantage l'intervention avant de passer à la mise en œuvre, ce que nous sommes en train de faire actuellement. La valeur de cette approche cyclique et centrée sur l'humain est que nous avons pu directement co-concevoir et tester des idées, des solutions avec nos utilisateurs, les prestataires et les jeunes, et les faire évoluer rapidement en fonction de réactions, plutôt que de proposer une idée nous-mêmes et de passer directement à la mise en œuvre. À chaque étape de la sélection et de l'évaluation entre les cycles de test, nous avons utilisé quelques critères de base. L'intérêt pour les prestataires qui sont nos utilisateurs, l'impact potentiel sur le changement de comportement, la faisabilité de la mise en œuvre par Pathfinder dans nos installations partenaires et l'acceptabilité par les principales parties prenantes. Et bien sûr, le potentiel de mise à l'échelle est un critère essentiel que nous avons examiné à chaque étape en collaboration avec un conseil consultatif composé des principales parties prenantes de chaque pays. Je vais maintenant donner un bref aperçu de l'intervention qui en résulte et que nous mettons actuellement en œuvre pour une période de 12 mois dans les 3 pays. La conception de cette intervention est le résultat du processus de prototypage cyclique. La conception reflète les commentaires de plus que 100 prestataires,
gestionnaires des cliniques et parties prenantes gouvernementales avec lesquelles nous avons fait la phase de prototypage avant la mise en œuvre. Du point de vue de l'utilisateur, le programme comporte 4 étapes clés: déclencher, appliquer, accomplir et défendre. Plutôt qu'un parcours linéaire, nous avons conçu le parcours comme une boucle qui renforce de manière répétée les changements de comportement et d'attitude souhaités au cours de l'intervention. Nous allons donner un aperçu d'autres niveaux des éléments essentiels du programme proposé, de la manière dont ils sont adaptés aux segments dominants dans chaque pays et la manière dont nous espérons qu'ils vont fonctionner ensemble comme un système pour modifier les préjugés des prestataires. Dans la phase déclenchée se trouve le colloque. Il s'agit d'un événement de 4 à 6 heures basé sur des histoires conçues pour sensibiliser les prestataires à le préjugé et pour les motiver à changer leur comportement envers les jeunes. Le colloque est le premier point de contact du programme pour un prestataire. Nous avons déterminé 4 ingrédients essentiels pour le colloque, par ce processus de prototypage. 1. Des récits personnels et émotionnels partagés par les jeunes et d'autres prestataires renforcent la connectivité émotionnelle du prestataire avec les jeunes et offrent un matériel riche pour la réflexion et la discussion. 2. L'autorisation professionnelle d'une figure d'autorité respectée de servir les jeunes est essentielle afin d'aider à répondre aux craintes des prestataires en ce qui concerne la réaction de la communauté. Par exemple, au Pakistan, nous avons constaté qu'un professionnel de la santé d'autres niveaux fonctionnait le mieux, alors qu'au Burkina Faso et en Tanzanie, un représentant du ministère de la Santé était préférable. 3. Entendre les histoires des jeunes n'était pas suffisant de changer le comportement. Les activités de réflexion guidée ont été essentielles pour que les prestataires puissent reconnaître les préjugés et en discuter. 4. Planification d'action et l'engagement public pour passer de la motivation à l'action. Cet ingrédient est bien soutenu par la recherche sur le changement de comportement. Dans l'ensemble, le colloque s'appuie sur les données probants d'intervention existantes comme le modèle de clarification et de transformation des valeurs, V4, avec l'approche de la réflexion guidée et du partage des valeurs et des croyances personnelles. Cependant, il se distingue du V4 parce que l'accent ici est mis sur le partage de récits et les exercices de planification d'action qui transforment la motivation en un plan d'action avec une responsabilité des pairs. Tout au long de la conception de l'intervention, le contenu est adapté aux segments dominants dans chaque pays. Voici un exemple pour le colloque. L'une des caractéristiques des segments de professionnels indifférents, près de 80% des prestataires au Burkina Faso, et qui sont susceptibles de promouvoir l'abstinence auprès des jeunes célibataires. Ainsi, le contenu des récits des jeunes est axé sur l'impact que ce conseil a eu sur la vie d'un vrai client. Au Pakistan, le segment conservateur satisfait est fortement préoccupé par les retards de fécondité. Ce segment risque de refuser des méthodes modernes aux jeunes clients nulle part. Ainsi, le récit de colloque au Pakistan s'est concentré sur ce type de clients. Nous avons organisé 6 événements de colloques dans les 3 pays et nous avons évolué après chacun d'entre eux. Et voilà, vous voyez une photo du colloque au Burkina Faso. La conception entre le premier et le 6e événement était radicalement différente. Par exemple, nous avons appris que nous devons aller au-delà du simple renforcement de l'empathie des prestataires pour les jeunes. Au départ, le colloque était axé sur le récit vidéo des jeunes et nous avons rapidement appris que cela fonctionnait, mais les prestataires étaient réticents à accepter leurs propres préjugés. Par itération, nous avons rapidement adapté le colloque pour aider les prestataires à admettre et s'approprier leurs propres préjugés. Il nous fallait humaniser les préjugés et reconnaître les contraintes et les bonnes intentions des prestataires tout en les tenant responsables. Voici une citation d'un prestataire en Tanzanie qui illustre un des thèmes que nous avons entendus de la part des prestataires, que le colloque a été un catalyseur pour les aider à reconnaître et s'approprier leurs propres préjugés, en particulier ceux qui découlent des valeurs sociales
plutôt que d'un simple manque de formation. Il est vrai qu'il peut y avoir des lacunes dans la formation, mais le problème se situe vraiment au cœur. Aujourd'hui, j'ai compris que mes services aux jeunes peuvent parfois être modifiés par mes propres préjugés. Alors, ensuite, la phase appliquée. Nous savons que ça prend du temps de former des nouvelles habitudes, en particulier pour les comportements socialement ancrés comme les préjugés. C'est pourquoi, d'après la littérature et nos recherches, nous savions que l'événement unique de colloque ne suffirait pas. Après l'événement de déclenchement sur une journée, un prestataire est ajouté au forum La Récolte avec ses pairs. La Récolte est un forum de soutien et d'apprentissage destiné à renforcer les pratiques impartiales et à permettre aux prestataires de se soutenir mutuellement lorsqu'ils rencontrent des difficultés. Il peut être animé de manière numérique via un groupe WhatsApp, ce que nous faisons au Pakistan, ou en personne au niveau de l'établissement grâce à des sessions bimensuelles dirigées par les responsables de l'établissement, ce que nous faisons au Burkina Faso. On a fait un mélange des deux en Tanzanie. Grâce à des tests réalisés dans 29 établissements avec plus que 100 prestataires et gestionnaires d'établissements dans les 3 pays, nous avons beaucoup appris sur ce que les prestataires ont trouvé utile et ce que leur a plu pour l'engagement durable dans ce forum. Voici 4 ingrédients clés. Premièrement, des études de cas réalistes, crédibles et pertinentes sont essentielles pour stimuler la discussion entre les prestataires afin de les aider à appliquer les connaissances de manière pratique. Des études de cas réalistes aident les prestataires à réfléchir sur l'environnement spécifique de leur établissement et à identifier comment ils peuvent appliquer les pratiques impartiales dans le programme quotidien. Nous avons vu que ce type de réflexion spécifique est important pour cimenter le changement d'habitude. Deuxièmement, le fait d'avoir accès à des experts techniques de confiance et fiables est une caractéristique intéressante du forum. Pour les prestataires, un expert de confiance est une personne qui est elle-même un prestataire accompli ou qui a une expérience directe dans le contexte de son pays. Troisièmement, la récolte doit être un espace sûr où les prestataires peuvent partager leurs difficultés et se féliciter les uns les autres. Les prestataires nous ont dit que le fait de disposer de cet espace pour discuter ouvertement des défis et des succès dans le travail avec les jeunes clients était pour eux une valeur clé à laquelle ils n'avaient pas accès autrement dans le travail. Enfin, la récolte est utilisée comme un moyen de rappeler régulièrement aux prestataires l'engagement qu'ils ont pris lors du colloque et de modifier les normes professionnelles du groupe. Comme pour le colloque, le contenu de la récolte est adapté proportionnellement aux segments dans chaque pays. Par exemple, les études de cas au Burkina sont adaptées pour se concentrer sur les jeunes adolescents, c'est-à-dire les 15 à 17 ans, à qui ce segment est plus susceptible de refuser des conseils sur les méthodes modernes. Pour le Pakistan, les études de cas se concentrent sur les jeunes militaires mariés, à la recherche d'une méthode à long terme, afin de répondre à la crainte de ces segments quant aux effets de méthodes de longue durée sur la fécondité. Nous avons réalisé un prototype de la récolte en format numérique et en testant avec des prestataires et ensuite nous avons adapté le format et le programme en fonction de nos apprentissages. Par exemple, au Pakistan, nous travaillons avec des prestataires du secteur privé qui travaillent seuls. Grâce au prototypage, nous avons constaté que l'engagement de prestataires sur un forum a augmenté de manière spectaculaire lorsque nous avons ajouté des conseils techniques, commerciaux et marketing en plus du contenu SSR-JA. Ainsi, dans le programme que nous sommes en train de mettre en œuvre, le cursus comprend un mélange d'experts et des sujets médicaux et commerciaux parce qu'il est essentiel que les prestataires considèrent le forum comme pertinent et digne de leur temps. Voici une citation d'une prestataire concernant son expérience du prototype de la récolte. Nous nous sommes sentis comme une famille. C'est un espace sûr où nous pouvons nous exprimer librement. Même nos histoires personnelles ont été partagées sur le forum. Je n'ai pas eu peur d'être critiquée ou réprimandée.
Grâce à la récolte, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Je me suis sentie valorisée sur la récolte. Globalement, dans le modèle de solution, la récolte nous permet d'aller au-delà de l'approche traditionnelle de formation technique ponctuelle. Ça veut dire et c'est terminé. Et d'avoir plutôt un engagement continu et soutenu auprès des prestataires. En outre, la souplesse du modèle de forum en personne, le numérique augmente la facilité de reproduction et d'adaptation à d'autres contextes. La troisième phase est accomplir. Chaque trimestre, les établissements reçoivent des fiches de rendement contenant des données sur leur performance et des recommandations d'amélioration, basées sur des données réelles de retour d'information des clients. Des cliniques obtiennent la reconnaissance publique s'ils font des progrès dans la réduction des préjugés lors de la prestation de services auprès des jeunes. Après avoir réalisé un prototype de programme, la récompense avec 29 établissements sur une période de 3 mois, nous avons identifié 3 éléments clés pour réussir. Un rubrique d'excellence standardisée sur lequel les établissements peuvent travailler et autour de laquelle ils peuvent développer de nouvelles normes institutionnelles. Je vais approfondir cette rubrique sur la prochaine diapositive. La collecte de commentaires directement auprès des clients après leur consultation. Les prestataires ont vraiment l'opportunité d'avoir une rétroaction sur le rendement et ça a créé un sentiment de responsabilité directe. Reconnaissance institutionnelle sur une base trimestrielle par une petite cérémonie de récompense accompagnée par les recommandations sur les domaines à améliorer. Afin de pouvoir mesurer les progrès réalisés dans la réduction des préjugés, nous devions d'abord définir précisément et nous aligner clairement sur ce qu'on attend pour le soin sans préjugés, car il n'existe pas de véritable définition mesurable dans les documentations existantes. À partir de ces données avec le partenariat de notre conseil consultatif technique, comprenant le Dr Chandramouli de l'OMS, et Kate Lane de FP 2020, nous avons élaboré le cadre de 6 principes. Pour 1, guider les prestataires comme une étoile du Nord afin qu'ils sachent ce qui signifie les soins sans préjugés pour les jeunes. Et 2, servir de base pour mesurer l'impact du projet. Il s'agit d'un cadre transversal, élaboré et testé avec les prestataires. Chaque principe est assorti d'indicateurs de mesures liées au comportement spécifique des prestataires. Nous sommes en mesure d'évaluer les progrès des prestataires pour chaque indicateur en recueillant les commentaires des clients lors d'enquêtes réalisées à la sortie des cliniques. Si vous souhaitez en savoir plus sur les détails du cadre complet et des indicateurs, n'hésitez pas à me contacter. Nous avons réalisé un prototype du programme La Récompense en même temps que les 2 autres aspects du programme sur une période de 3 mois dans chaque pays avant de démarrer la mise en œuvre. L'un des points essentiels que nous avons appris lors du prototypage est que classer les prestataires en fonction de leur performance peut être démoralisant pour eux. C'est important de dire que cet ensemble de comportements sont difficiles à faire évoluer. Nous avons plutôt choisi de nous concentrer sur la récompense de progrès relatifs d'un établissement au fil de temps, plutôt que sur sa performance absolue, afin de maintenir la motivation des prestataires. Nous avons également testé toute une série d'outils de retour d'information des clients, car obtenir des données précises sur l'expérience des services auprès des jeunes clients, dont beaucoup sont analphabètes, est un vrai défi. Un exemple d'outil que nous avons testé auprès de plus que 3000 clients est présenté sur le diapositive. Une tablette installée dans un kiosque de type guichet automatique dans la clinique qui permet aux clients non alphabétisés de remplir une enquête de sortie avec un guidage audio et visuel. Nous avons énormément appris sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans la collecte de données sur la qualité du service auprès des jeunes clients dans les 3 pays. Un sujet qui sera abordé lors d'une autre webinaire complète
Nous serons heureux de répondre aux questions sur ces apprentissages pendant la période de discussion ou pendant les conversations de suivi. Cette citation d'un prestataire en Tanzanie illustre l'un des thèmes qui ressortent des données sur la qualité concernant le rôle potentiel de la récompense dans l'amélioration de la motivation des prestataires à changer leur comportement. J'ai changé mon point de vue et mon attitude envers les jeunes clients. Ma priorité est de servir les jeunes juste après avoir su que mes efforts seraient reconnus. Rassemblons les trois piliers, voici un aperçu simplifié de la stratégie de changement de comportement du programme. Grâce au colloque, les prestataires déclenchent leur motivation et leur conscience des préjugés. Les principaux mécanismes de changement de comportement sont humaniser les préjugés et présenter un miroir pour les prestataires, améliorer la connectivité émotionnelle avec les jeunes par les histoires, répondre aux craintes des prestataires de services en ce qui concerne les réactions de la communauté, qui était très important. Grâce à leur récolte, les prestataires appliquent les connaissances et les motivations soutenues par une communauté de pairs et d'experts de confiance. Les principaux mécanismes de changement de comportement qui soutiennent cette phase sont les suivants. Répondre aux préoccupations concernant les retards de fécondité. Éduquer les jeunes sur la sécurité des méthodes. Activer le pouvoir d'agissement en fonction du contexte. Ça veut dire soutenir les prestataires de réussir malgré tous les contraintes de leur travail quotidien. Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire eux-mêmes, même s'ils ont des contraintes dans le travail. Grâce à la récompense, les prestataires reçoivent un retour d'information et ont la possibilité de faire reconnaître leur réalisation. Les principaux mécanismes de changement de comportement sont les suivants. Créer une prise de responsabilité pour la qualité des services, offrir des récompenses visibles basées sur les performances, modifier les normes professionnelles. La stratégie combinée des trois piliers vise à modifier les résultats comportementaux des prestataires, articulés par les 6 principes d'impartialité des soins, qui sont chacun rattachés à des indicateurs mesurables. Chaque pilier s'appuie sur des preuves existantes ainsi que sur les résultats des tests directs effectués auprès des prestataires. Il n'existe pas d'autre programme pour lutter contre des préjugés des prestataires à notre connaissance, qui réunissent ces 3 éléments dans une seule stratégie cohérente. Pour donner un visage humain à cette stratégie, voici une citation d'une infirmière de Burkina Faso sur son expérience du programme prototype. Les parties sont imbriquées. Grâce au colloque, nous avons réalisé qu'il avait un problème. La récolte nous a fait regarder notre façon de travailler et nous avons vu que le client n'est pas le problème, mais c'est plutôt au prestataire de se poser la question « Que puis-je faire pour rendre mon service accessible ?» Et la troisième, la récompense couronne le tout avec l'importance de la satisfaction professionnelle et du sentiment de reconnaissance. Chaque partie est donc importante. Alors, nous ne sommes encore qu'à mi-chemin dans la mise en œuvre du projet, mais nous avons déjà généré plusieurs résultats clés de la phase de recherche et de conception du projet qui, on espère, seront utiles au domaine de la programmation de SSR-JA et pour vous qui écoutez aujourd'hui. On a la recherche fondamentale sur les préjugés dans diverses régions géographiques, analyse documentaire, recherche ethnographique, analyse par segmentation et une taxonomie des facteurs de préjugés. On a aussi créé des outils de recherche pour la segmentation des prestataires et l'évaluation qualitative. Les 6 principes et le cadre d'évaluation, et aussi la stratégie d'intervention adaptable pour lutter contre les préjugés dans la prestation des services de contraception et au-delà, fondé sur un processus de design centré sur l'humain. Nous avons développé un modèle de changement de comportement en 3 parties qui, nous l'espérons, pourra être adapté non seulement par pays, mais qui pourra également être utilisé pour lutter contre différents types de préjugés d'origine sociale. Par exemple, la stigmatisation du VIH
et non pas seulement contre les préjugés dans les services de PR. En septembre 2019, nous avons lancé le programme dans les 3 pays avec 227 établissements. Nous menons actuellement un ERC pour évaluer l'impact du programme sur le changement de comportement des prestataires et la qualité des services aux jeunes. Comme j'ai dit, cette phase de mise en œuvre qui devait durer jusqu'à la fin de l'année est en ce moment interrompue par COVID-19 dans les 3 pays. On a nos collègues à Pathfinder, y compris la directrice du projet, Dr. Lydia Moriti, avec nous aujourd'hui, si vous avez des questions sur la mise en œuvre. Et vous voyez ici, voici quelques exemples de matériel avec la marque de programme qui ont été installés dans les établissements pendant la mise en œuvre. Alors, je vous remercie de votre attention. Un grand merci à nos hôtes aujourd'hui, l'équipe de FP 2020. Et je suis prête pour vos questions et vos discussions. Merci. Merci beaucoup à Dr. Hope pour votre présentation très intéressante. À nos participants, si vous avez des questions sur ce que Dr. Hope a dit, n'hésitez pas de taper vos questions dans la boîte de questions-réponses et on va essayer de vous répondre. On a beaucoup de temps et on a quelques questions déjà. Et n'oubliez pas que nous partagerons la présentation et l'enregistrement après ce webinaire. Si nous n'avons pas de temps de répondre à votre question, l'équipe de FP 2020 va travailler avec l'équipe du projet Beyond Base pour répondre aux questions. La première question est de Mamadou Bavi de Marie-Stopes, Niger. Il faudrait avoir un aperçu des outils de design utilisés pour la mise en œuvre du projet dans les 3 mois de prototypage en livre. Y a-t-il des formations qui ont permis de pousser l'itération et revoir les outils? Quelles sont les bonnes leçons apprises lors du prototypage immédiat ou en livre? Merci pour ces questions. C'est une très bonne question. On n'avait pas le temps d'expliquer toutes les méthodes qu'on a utilisées pour la collecte de données pendant cette phase de prototypage live. Mais on avait tout un système, on avait utilisé beaucoup de méthodes de faire l'analyse si les prototypes marchent ou pas, et aussi de faire l'itération du modèle pendant les 3 mois de prototypage. On a utilisé quelques méthodes intéressantes tout au long du projet en final. On a utilisé les clients mystères pour voir, parce que le problème avec les préjugés, parce que les prestataires, ici on demande juste au prestataire, est-ce que vous avez amélioré votre prestation de service? Il peut dire oui, j'ai plus de préjugés, tout se passe bien. Mais on avait besoin d'avoir vraiment des données objectives si le comportement a bien changé. Donc, on a fait quelques méthodes avec les jeunes, mais aussi avec les prestataires, pour voir d'abord l'expérience des prestataires, s'ils avaient trouvé une valeur dans le programme pour eux d'abord, parce que s'ils n'engagent pas dans le programme, ça ne va pas réussir. Deuxièmement, est-ce qu'ils ont vu un changement sur le comportement vis-à-vis des jeunes? Et ça, c'était avec des entretiens et groupes de discussion qualitatifs. Et en même temps, on a ici équipé des jeunes clients mystères de faire aussi une évaluation de leur expérience dans les mêmes établissements. Donc, comme ça, on peut voir les deux sets de données ensemble. Puis aussi, comme j'ai dit un peu plus tôt, on avait le système d'analyse de sortie des clients. Donc, quand les jeunes clients sortent du clinique, il peut donner sur l'expérience sur les tablettes dans les kiosques. Donc, on avait beaucoup de sources de données et on a les a mis ensemble pour voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas.
Merci beaucoup, docteur. J'ai une autre question à propos du design du projet. Benjamin Mauve a demandé comment s'est passée la phase de génération des idées, pays par pays ou bien une autre façon? Ah, oui, c'était super intéressant cette phase, je vais dire, parce que on travaillait pas seulement dans un consortium de partenaires très multidisciplinaires, donc dans plusieurs endroits géographiques. On avait les 3 équipes de Pathfinder, donc on avait l'équipe de Pakistan, on avait l'équipe de Burkina Faso, de Tanzanie. Aussi, on avait l'équipe aux États-Unis, notre équipe de WiLabs, et aussi on avait tous ces parties prenantes aussi dans chaque pays. Donc, on a fait, pendant 2 semaines, on a fait plusieurs ateliers pour les générations d'idées dans chaque pays et plusieurs aux États-Unis ensemble. Et on a ramassé plus que 100 idées. Ensemble, on a rempli des fiches avec toutes nos idées et partagé ensemble. Et après, on a fait un atelier ensemble juste pour ramasser toutes les idées et comme une équipe avec notre assistance d'experts en matière santé reproductive des jeunes, on a regardé toutes ces idées pour voir ce qui ont le potentiel pour impact, qui est faisable, qui peut être acceptable aux communautés et aux jeunes. Et comme ça, on a arrivé au premier 7 prototypes pour tester pendant le prototypage rapide. Donc, c'était très collaboratif et c'était mondial, vraiment, cette phase. Donc, c'était très fun. C'était une bonne idée, merci. Merci. J'ai une autre question de Mélanie Assogba, âgée de Benin, qui a posé y a-t-il une façon ou bien une méthodologie de travailler avec les prestataires pour les amener à questionner leurs propres normes socio-culturelles et les amener à se départir de ces normes qui influencent l'offre de services? C'est une super question. Je crois que c'était vraiment le défi central de ce projet parce que vraiment les attitudes et les comportements sont complètement ancrés dans les normes sociales. Donc, c'est pour ça, je crois que les formations tout simples pendant un jour, ça peut pas marcher. Il faut vraiment en plus des discussions, de réflexion, de renforcement pendant un petit moment de temps. Donc, on a commencé comme j'ai dit, avec le colloque. On a commencé avec l'hypothèse que, OK, on va partager des histoires des jeunes clients et les histoires, les récits des prestataires sur leur expérience avec les jeunes clients. Et ça peut peut-être générer l'empathie chez les prestataires pour les jeunes et les jeunes, et ça peut peut-être changer le comportement. Et très vite, en Tanzanie, on a vu que ça va pas assez loin. Tout de suite, les prestataires peuvent dire que ouais, c'est pas moi, oui, ça se passe dans notre communauté, mais c'est pas moi. Et vraiment, il fallait créer un espace sûr où les prestataires puissent partager, peut-être anonyme. Au Burkina Faso, on a arrivé de trouver une méthode où il peut partager sans le dire les préjugés. Et dès qu'on a passé cette phase où les prestataires vraiment s'approprient le propre préjugé, on pouvait passer vraiment d'avoir des discussions plus efficaces. Mais vraiment, je suis bien d'accord, c'est un processus qui n'est pas une formation ponctuelle. C'est vraiment ça. On a besoin de renforcer et d'avoir vraiment les experts ou les pairs fiables qui peut les aider de vraiment pousser les pratiques professionnelles et les normes professionnelles. J'espère que ça donne réponse à ces questions.
Oui, C'est merci une question beaucoup. difficile. Oui, oui, oui. Vous avez bien répondu. Euh, et je voudrais noter pour tout le monde que nous avons ou bien oui, nous avons la directrice du projet Bien Bias de Pathfinder International. Elle est anglophone, donc on partage quelques questions avec elle et elle est en train de répondre aux questions en direct. Et si nous n'avons pas de temps de partager les réponses de Lydia, nous pouvons partager les réponses par email après le webinaire. Et je peux poser une autre question à Dr. Hope. Ingrid Adouvi, elle a dit doit-on aujourd'hui revoir l'âge des prestataires qui offrent les services nécessaires aux jeunes pour l'atteinte des objectifs? Pardon, vous voulez que moi je réponde à cette question, Dr. Mariti? Si vous n'avez pas de réponse, nous pouvons poser. Oh, elle a déjà répondu. Elle a dit que l'âge des prestataires était trouvé dans l'analyse de segmentation. Je suis en train de voir une autre question. Un participant a demandé ou bien a dit, vous dites une seule formation n'est pas suffisante pour changer le comportement d'un prestataire. Avec le coût en ressources financières et en temps que prennent les multiples formations, quelle stratégie proposez-vous pour faciliter la réputation des formations? Si vous avez des idées, vous pouvez partager ou bien nous pouvons attendre pour la réponse de Lydia. Je peux ajouter quelques mots ici. Oui, c'est une super bonne question. On a pensé beaucoup du coût des interventions, bien sûr, parce que oui, c'est vrai que les formations ponctuelles, c'est bon parce que ça coûte pas trop cher et c'est vrai qu'ici, c'était pas la meilleure approche. Donc, on a, bien sûr, avec l'approche numérique, ça aide beaucoup parce qu'on peut faire un forum sur le WhatsApp avec les prestataires en même temps et c'est beaucoup plus pratique et ça coûte beaucoup moins cher. Et aussi, au Burkina Faso, on avait vraiment, on avait fait le forum en personne grâce à des sessions bimensuelles. Donc, on avait déjà ces sessions dans les établissements qui étaient dirigées par les responsables. Puis, assez étonnée parce qu'on a fait juste une formation de 3 heures pour les responsables de diriger le forum La Récolte. Et on avait un peu les peurs que ça va pas marcher ou peut-être ils vont pas être motivés de le faire. Et c'était un des aspects les plus aimés par les prestataires au Burkina Faso. Et ça coûtait pas le prix de 3 heures de formation des responsables parce qu'ils avaient déjà cette forum, ils avaient déjà cette réunion chez eux. Donc, on a vraiment essayé de faire le design avec ce qui existe déjà, en place d'ajouter plein d'autres choses. Et Lydia a dit que aussi, on pense que la récolte, la récolte, ça peut être un moyen de donner le soutien tout au long du projet. Aussi, on peut aussi les connecter avec les pairs pour le soutien des pairs. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est gratuit. Si on engage tous les prestataires dans les établissements, c'est ça qu'on a fait avec le colloque au début. Et après, le récolte, ça continue l'intervention chez eux dans leur établissement. Merci beaucoup. Maifu Nasiro a demandé à quel moment et comment faire prendre en conscience aux prestataires des effets de leur partialité.
Quand et comment est-ce qu'on peut le faire, le rendre conscient de le préjugé? C'était ça la question? Oui, c'est ça. Oui, c'est une bonne question. Oui, pour cette intervention, on avait vraiment besoin d'avoir une formation en personne avec la colloque. Et comme je dis, de trancher cette relation que oui, j'ai des préjugés. C'est pas juste les autres. On a tous nos préjugés. C'est une discussion très difficile à avoir. C'est très inconfortable. On n'est pas content de parler de nos préjugés, mais on les a tous. Donc, c'était vraiment une discussion difficile de commencer. C'est pour ça, ce processus de design structurellement était vraiment précieux pour ce projet parce qu'on avait des possibilités de tester certaines approches et de voir, OK, ça n'a pas marché du tout, on va refaire un autre événement. Et dans chaque pays, on avait 2 événements de colloque. Et en plus, on avait l'opportunité d'apprendre de Tanzanie et après de refaire au Pakistan. Et en finale, on est au Burkina Faso, on a arrivé, le dernier colloque, on a dit que bon, c'était vraiment, on a arrivé de vraiment avoir un groupe de prestataires qui d'abord avait l'empathie, la connexion émotionnelle avec les jeunes, avec les histoires qu'on a montrées. Deuxièmement, ils avaient l'opportunité de partager dans un espace très sûr avec le père anonyme que oui, j'ai des préjugés. Et en final, on les a partagés les 6 principes. Voilà, ça c'est le standard qui est mieux pour les jeunes, pour avoir l'impact sur les vies des jeunes. Et en final, de dire que bon, je prends la responsabilité et ça c'est l'action que je vais prendre devant les pères. Donc on avait cette responsabilité des pères aussi. Donc ça c'était le format, le kind of magique après tout ce travail on a vu et je suis contente de partager plus d'informations sur ça. Mais c'était pas évident. Ça a pris beaucoup de temps et aussi on a échoué au début. Le premier colloque au Tanzanie, on a fini pour dire oui, c'est dur. Mais pendant les 3 mois, on a beaucoup appris. Et au final, on a arrivé d'avoir un modèle qui a vraiment mené les prestataires pendant le long du journée de vraiment s'approprier le propre préjugé. Mais c'est vrai que c'est compliqué comme défi. J'ai une question. Je crois que Lydia a répondu un peu, mais vous pouvez ajouter vos pensées aussi. Alessia Graves, elle a demandé comment adapter ces approches pour les prestataires pré-service qui sont toujours à l'école santé pour qu'ils puissent arriver au service avec moins de préjugements. Oh. Lydia. Oh oui, pardon, désolé. Je me suis perdue avec les réponses de Lydia dans notre document aussi. Je peux poser une question Je peux traduire la réponse de Lydia ici, si vous voulez. Je suis en train de trouver une autre question. Mélanie Assogba Adjé, elle a posé, après cette expérience, est-ce que vous avez contacté que les préjugés des prestataires varient selon le sexe? Oui, ça c'était dans l'analyse par segmentation. Il a fait le collecte des données sur l'âge et le sexe aussi, pour voir si ça a eu une influence sur l'expérience, sur les attitudes et les comportements. Et on n'a pas vu une différence significative entre les différents âges ou le sexe. Mais c'était un peu difficile parce que
dans la plupart des pays, la plupart des prestataires sont des femmes. Mais on n'avait pas vu qu'il y avait des différences significatives entre les sexes et aussi pour l'âge. Certains segments dans l'analyse de par segmentation c'était plus les prestataires jeunes, mais il n'y avait pas de différence significative. Et en plus, juste par histoire, pendant le travail avec les prestataires, c'était souvent les gestionnaires des établissements qui étaient peut-être plus âgés, qui ont vraiment pris un rôle super important dans corriger, de motiver les équipes pour ce programme. Donc ça nous a beaucoup encouragé. Donc, yeah. And I think, je crois que ça, c'est la réponse de Lydia, je viens de traduire la réponse, elle a dit la même chose. On n'a pas vu les différences en les préjugés entre les femmes et les hommes. Merci beaucoup. J'ai une bonne question de Pod Zekpa qui voudrait savoir, pour ce qui concerne les préjugés, quelle catégorie de prestataires a développé plus de préjugés? Pardon, la question, je n'ai bien entendu, c'était quelle catégorie de prestataires a développé plus de préjugés que les autres catégories de prestataires? Est-ce qu'on parle si je peux poser une question, est-ce que ça parle des segments de prestataires qui ont développé plus de préjugés? Oui. Quelle catégorie? OK. Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a vu que dans certains pays et dans certains contextes, avec certains prestataires, l'expérience des jeunes était moins bien. Il y avait plus de préjugés. Et donc, quand on a vu après la phase prototypage que les différences, il y avait certains établissements qui commencent, ils ont déjà bien. Ils sont vraiment les champions pour les jeunes. Ils offrent déjà la prestation de services aux jeunes. Ils défendent les droits des jeunes. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup de différences à la fin d'évaluation pour certains établissements, mais c'était assez rare qu'on trouvait des établissements comme ça. Et c'est pour ça on a décidé de vraiment donner la récompense basée sur les changements relatifs plutôt que sur le changement absolu, parce que sinon c'était le même établissement qui est reconnu chaque fois. Ça peut mettre des autres établissements de se sentir reconnus par le progrès. Dans l'analyse de segmentation, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de différences entre les pays. Et je recommande de regarder le rapport complet de segmentation par Campbell Collective qui décrit les différences entre les pays et aussi entre les segments. Et c'était plus qu'on a vu la manifestation des préjugés dans différents sens. Donc, par exemple, dans certains pays, comme Pakistan, ils refusaient des services aux jeunes non mariés, ça c'était clair. Donc, on a pris les décisions de ne pas travailler au Pakistan à cause d'un homme social avec les jeunes non mariés parce que c'était trop difficile pour ce projet. On a décidé d'axer sur les jeunes mariés. Comment on peut soutenir les prestataires de changer les attitudes et les comportements vis-à-vis de ces jeunes. Donc, c'était vraiment différent dans chaque contexte, cependant sur le norme sociale. Et donc, par exemple, dans d'autres pays, c'était plutôt un refus de certaines méthodes
Et dans notre pays, c'était plutôt, avec d'autres prestataires, c'était plutôt, ils poussent les jeunes de choisir quelque chose. Donc, les jeunes, ils reçoivent encore une méthode de contraception, mais c'était pas peut-être la meilleure méthode pour eux, ou les prestataires ont pris la décision pour eux. Donc, ça, les préjugés se manifestent vraiment différemment entre prestataires, mais aussi entre pays. Et les segments étaient un moyen de voir, OK, quelles sont les attitudes et les résultats de ces attitudes pour ces segments et comment on peut adapter l'intervention pour que ça parle aux prestataires dans chaque pays et de chaque segment. Et ça, c'est aussi un défi super intéressant et beaucoup de choses que je peux dire pour ça, mais c'était ça qu'on a considéré pendant la phase de design dans ce projet. Merci beaucoup. J'ai une question de Bibiane Yoda. Est-ce qu'au cours de la recherche, vous vous intéressez à l'application par les prestataires des normes mondiales pour la qualité des services de santé des adolescents et jeunes? Est-ce que les normes mondiales ont intéressé l'équipe de projet Beyond Bias ou bien comment les normes mondiales ont influencé le projet? Oui, il y en a beaucoup merci, pardon pour le délai. Oui, avec les 6 principes, et aussi avec tout le travail qu'on a fait en regardant la littérature, en parlant avec notre équipe, l'équipe technique de Pathfinder et aussi de l'OMS, Dr. Chandramouli. On a beaucoup regardé les standards mondiaux et les normes mondiales aussi parce qu'on ne voulait pas refaire quelque chose qui existe déjà. Et puis, ce qu'on a trouvé, il a déjà des standards, bien sûr, pour le Youth Friendly Services, pour les services pour les jeunes, adaptés pour les jeunes. Mais où on a les difficultés, c'est de trouver une bonne façon de vraiment articuler et standardiser qu'est-ce que ça veut dire les soins impartials pour les jeunes. Donc ça, on essaie de travailler vraiment dans ce domaine. Mais vraiment, pour les 6 principes, bien sûr on les a basés sur les standards qui existent déjà, les normes mondiales, dans cette phase de travail, en parlant avec des experts qui ont créé ces standards, ces normes, pour voir qu'on n'est pas en train de créer quelque chose qui existe déjà. Et aussi pour les 6 principes, on voulait vraiment quelque chose qui était... Ce qu'on a entendu des prestataires, que oui, ils ont des standards, ils ont des guides dans les établissements, mais ils voulaient vraiment quelque chose de très visuel, qui était pas compliqué, il n'y avait pas beaucoup de choses, il n'y avait pas des pages et des pages à lire. Donc, on essaie de vraiment produire quelque chose qui était vraiment, il peut voir tout de suite avec un seul but que, ouais, c'est ça, il a 6 principes, de vraiment simplifier. Parce que souvent, je crois qu'on a entendu des prestataires que c'est assez compliqué d'avoir tous les guides. Donc, de vraiment penser à nos utilisateurs, les prestataires, dans la conception de tous les matériaux qu'on a produits pendant le projet, que tout est visuel, attirant et simple et bien sûr adapté pour le travail et les contraintes qu'ils ont dans les jours quotidiens. Et j'espère que ça répond à la question. Français est ma première langue, donc Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Et comme j'ai dit, nous avons traduit quelques questions pour la directrice du projet, Lydia, et elle est en train de répondre aux questions. Je crois que nous pouvons partager ces réponses à propos des questions que tout le monde a posées à propos de la mise en œuvre du projet.
après ce webinaire. Mais je peux partager des réponses. Quelqu'un, je crois que j'ai déjà posé ces questions. Vous avez dit une seule formation n'est pas suffisante pour changer le comportement d'un prestataire avec le coût en ressources financières et en temps que prennent les multiples formations. Quelle stratégie proposez-vous pour faciliter la répétition des formations? Et Lydia, elle a dit, nous pensons que le pilier Connect est un moyen efficace de fournir un soutien continu aux prestataires ainsi que de les mettre en relation avec leurs pairs pour un soutien par les pairs. Et je, malheureusement, je crois que nous sommes à l'heure pour ce webinaire. Je tiens à remercier Dr. Hope d'avoir présenté l'équipe de Pathfinder National et l'équipe de YLab d'avoir partagé les résultats du projet et à tous nos participants d'écouter le webinaire et poser des questions. Bonne journée et restez en bonne santé et sécurité.